Bonjour Catherine, comme je suis trop contente de t'avoir dans le podcast. C'est vrai qu'on discute depuis des années. Tu sais, j'étais en train de réfléchir à me dire, mais quelle est l'année où on a commencé à discuter? Mais je ne sais même pas. Ça doit faire 5 ans, je pense, facile, où on discute, mais genre, si c'est pas toutes les semaines, voire tous les jours parfois. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu beaucoup de temps entre deux discussions. Pourtant, on s'est jamais rencontrés en vrai, mais c'est comme si. Et je suis trop contente aujourd'hui parce que tu m'as vu évoluer, tu m'as vu créer ce podcast. Et aujourd'hui, de t'avoir invité comme ça dans ce podcast, je suis hyper touchée, je suis hyper contente de t'avoir, quoi. Donc, merci à toi. Ouais, merci à toi. Et c'est vrai que pour le coup, je pense que tu es la seule personne avec qui j'ai des mémos vocaux de 15 minutes. C'est ça pour écouter parce que on parle en asynchrone aussi. C'est ça qui est important de le dire. C'est C'est vrai. beaucoup, beaucoup de messages vocaux, en fait. C'est vrai, tu as plusieurs discussions croisées comme ça. Et puis, on s'en sort bien, franchement, c'est fluide. C'est fluide. Et Moi, tu es j'y une arrive. personne que je mets pas en fois deux parce que tu parles très, très vite. Donc, pour les auditeurs, je tiens à dire que si vous trouvez que je parle vite, bon, ben, sachez qu'il y a l'option, là où vous écoutez certainement, d'écouter Catherine moins. C'est-à-dire que parfois, on parle en fois un et demi, fois 2 pour ceux que ça va pas vite. Mais pour les personnes qui trouvent qu'on va trop vite, vous pouvez aussi mettre l'option de parler moins vite. Voilà, sachez-le pour les personnes qui en ont besoin. Je tiens à vous le dire avant. J'avoue, c'est peut-être une mauvaise habitude de tout écouter en 1.5. On a tendance, du coup, à parler en 1.5. C'est pas faux. Il y a trop de choses à dire, il y a en trop peu de temps, il y a que 24 heures dans une journée. Et je sais à quel point ton agenda est hyper chargé. Donc vraiment un grand merci d'avoir pris ce temps-là. Franchement, je suis trop contente. Du coup, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, je vais essayer de te présenter. Moi, j'aime bien faire cet exercice parce que tu vois, c'est un petit peu ma vision de toi. Alors, elle est forcément biaisée parce que, voilà, comme je viens de le dire, ça fait longtemps qu'on discute, toi et moi. Mais tu verras si tu rajoutes des choses, d'accord? Catherine, je dirais que c'est avant tout ouais, c'est quelqu'un d'optimiste, c'est vrai. C'est-à-dire que déjà, tu as créé cette première entreprise en France sur l'optimisme. C'est déjà un grand pas quand on pense à la culture française dans laquelle on est. Mais en plus, tu as amené cette culture de l'optimisme au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un pas de plus. Il faut se dire que tu étais quand même au départ très engagé pour le bien-être au travail, puisqu'au départ, tu es dans la RSE, le développement durable, donc c'est un peu différent, mais quand même, ça fait le bien-être enfin, en général, voilà, on est quand même sur du bien-être en général. Et ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, tu as mis les pieds dans l'entreprise et finalement, tu n'y es jamais sorti parce que maintenant, tu es hyper connue, tu es une très grande conférencière, très demandée, il faut le dire quand même, hein, très convoitée dans le milieu de l'entreprise. Et puis, tu as écrit des livres, dont de nombreux best-sellers, justement, sur l'optimisme, sur oser être soi, même au travail. C'est des petits bouquins. Et ce que j'aime bien, et je sais, pour en avoir parlé avec toi plusieurs fois, c'est que tu aimes rendre, en fait, tout ton travail accessible. C'est vraiment quelque chose de hyper important et dans tes valeurs. C'est-à-dire que pour les personnes qui connaissent pas tes livres, c'est des livres à petit prix, en fait. Et je sais que tu te débats très fort avec tes éditeurs. Et avec le prix du marché, bah voilà, le prix du papier, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais monte, grimpe et c'est pas évident. Et donc, ça veut dire que, bah, en fait, en tant qu'auteur, les gens savent pas toujours, mais on a un faible pourcentage sur en fait, les livres. Et ça veut dire que, en fait, il y a une grande générosité de ta part parce que c'est genre, mais en fait, ça me dérange pas d'avoir encore moins tant que c'est accessible au plus grand nombre. Et je sais à quel point ça, c'est important pour toi de rendre en fait les choses accessibles, en fait les choses simples, les plus accessibles possibles. Et c'est ce que tu fais. Parce que je le vois aussi dans ton métier d'influenceuse, on peut parler influenceuse dans son création sur les réseaux sociaux, c'est comment finalement, très simplement, expliquer les choses. Et pour ceux qui ne te suivent pas, c'est exactement ce que tu essayes de faire dans un petit schéma, un petit mot, une petite citation. Tu es hyper doué pour ça. J'envie cette compétence que tu as de simplifier au maximum et que le message passe tout autant. Donc voilà. Après, je pourrais te dire plein de choses. Je sais que tu as vécu à l'international, tu as une vision très internationale des choses, ce qui est assez incroyable. Tu fais même tes formations pour justement transmettre ton savoir autrement auprès de personnes qui souhaiteraient justement se lancer, et bien notamment dans la conférence en entreprise, si je ne me trompe pas. Bref, voilà. Est-ce que j'ai dit un petit peu assez? Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? T'hésites pas. Je trouve ça super intéressant la façon dont tu as présenté parce que peu de personnes me présentent comme ça. Donc ça veut dire aussi qu'on voilà, forcément qu'on se connaît bien, mais tu as voilà, tu tracé, vraiment mon engagement d'un point de vue général et c'est vrai que la RSE, le bien-être au travail, c'est mes sujets cœur de métier, mais derrière, il y a la personne et en fait, c'est toujours difficile de jongler entre ce qu'on fait professionnellement et ce qu'on est en parallèle. Donc voilà, j'essaie un peu d'allier les 2, mais ouais, je tiens à le dire à tous les, voilà, tous les auditeurs, toutes les auditrices, effectivement, mettre des prix, bas
voir pour des bouquins, les auteurs, généralement, ils préfèrent, en fait. Mais c'est compliqué. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir une maison d'édition qui me suit en disant: «Non, non, on le passe très, 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 très vite en poche», parce que c'est important aussi que ça coûte moins qu'un paquet de clopes, un accès, en fait, à un savoir, à un savoir et à des réflexions, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pas évident. En tant qu'auditeur, on ne le sait pas forcément. C'est vrai, ils savent pas. Et il y a aussi autre chose, et ça va être le sujet de ce podcast, parce que tu sais que ce podcast, c'est pour en fait mettre aussi en avant les atypies. Alors on va pas et on n'essaye pas effectivement de minimiser les difficultés, bien au contraire, mais c'est pour montrer aux personnes qui ont des atypies qu'on peut faire des choses en fait extraordinaires, on Mmh. peut réaliser ses rêves, on peut faire plein de choses avec. Et je trouve que tu es un fabuleux exemple en fait. Tout le monde ne le sait pas, mais tu es toi-même atypique. Et pour autant, je trouve que tu es, en tant que businesswoman, un magnifique exemple. Tu as su créer de rien, parce que c'est vraiment de rien, et tu nous raconteras peut-être, ça serait hyper intéressant que tu racontes les débuts de l'optimisme, justement. Mmh. Par quoi tu es passé? Tu as été chef d'entreprise, tu as eu des salariés, tu as changé, ton activité a beaucoup évolué, tu nous en diras ce que tu souhaites, bien sûr. En tout cas, aujourd'hui, tu es une entrepreneuse quand même, je pense, qui peut... Enfin, tu es mentor aussi, tu fais du mentorat, donc je veux dire, tu accompagnes d'autres entrepreneurs à évoluer. Et pour autant, et là je vais le dire clairement parce que je pense que les gens s'en rendent pas compte, mais tu as un TDAH. Je sais pas si les gens s'en rendent pas compte, en fait. Moi, je ne l'avais pas dit sur les réseaux sociaux que j'ai une nana qui m'a dit: «Ah mais moi je te cite en exemple comme un TDAH qui a réussi». Je me suis dit: «Ah OK, bon, pourquoi pas». C'est vrai que tu en parles un peu plus. Je Et d'ailleurs, actuellement, il y a ton livre sur le TDAH, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que pour toutes les personnes qui pourraient s'intéresser, alors bon, tu fais un travail de vulgarisation incroyable. Je sais que tu vas rechercher, mais je sais que tu te livres beaucoup aussi dans ce livre, en fait, sur tout ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce livre d'ailleurs? Alors ça a été très, très compliqué parce que quand on a un TDAH, on a peur de le dire dans la mesure où je ne voulais pas devenir, la, conférencière qui a un TDAH. Mmh. Pareil, quand on a un TDAH, on peut très vite être réduit à notre simple trouble. Ça peut faire peur à certaines personnes et je me rappelle avoir super longtemps hésité. Comme tu dis, moi j'ai un talent en fait, c'est clairement, je suis bonne en communication, je sais partager et je sais partager avec légèreté. Tu vois? Même quand je bossais dans le développement durable, thématiques lourdes, éco-anxiété qui pouvaient même m'atteindre, j'arrivais à c'est un peu à arriver à une forme de soulagement, donc je savais que je pouvais avoir un impact sur le sujet du TDAH. Sauf que, au moment donné où je me suis dit: «Tiens, j'aimerais bien commencer à en parler» parce que souvent, c'est quelque chose peut-être, que tes auditeurs, tes auditrices, ressentent. On a envie d'en parler. Tout d'un coup, on a une sorte peut-être d'illumination, surtout quand on est détecté à l'âge adulte. Moi, j'avais eu des atypies plus tôt, mais en fait, le TDAH détecté à l'âge adulte, tout d'un coup, tout prend sens, tu vois? C'est une sorte de toutes les pièces du puzzle arrivent un peu à se mettre en place et tu as envie de communiquer. À ce moment-là, moi, j'avais des offres de rachat de ma boîte et je me disais: «Punaise, si je dis que j'ai un TDAH, qu'est-ce qu'on va penser?» Donc ça a été déjà très, très compliqué de faire une sorte de coming out, mais un braining out, je crois que ça certains appellent ça comme ça. Mais derrière, en fait, à un moment donné, quand on a un TDAH, souvent on cherche de la littérature sur le sujet. Tout est aux US, hein, plus ou moins, ou ailleurs dans le monde. Très peu de choses en français et c'était beaucoup écrit par des spécialistes du TDAH et pas forcément par ceux qui le vivaient en fait intérieurement. Et il y a des trucs quand on a un TDAH où c'est clairement honteux en fait. On va pas se mentir, pour tout le monde, je sais pas, s'habiller est un truc complètement classique. Quand tu as un TDAH, C'est vrai. prendre les vêtements dans le bon ordre devient un truc hyper compliqué. Et donc, quand tu as une forme de réussite sociale, tout le monde se dit: «Bah, cette meuf, de toute façon, elle réussit, machin, et cetera». Et ben, je me disais, si je commence à partager aussi la réalité de mon quotidien, comment jappe en permanence mon cerveau, je me suis dit que ça pouvait peut-être faire du bien aux autres. Et in fine, j'ai un peu écrit le livre que j'aurais aimé lire en partageant mes stratégies d'adaptation. Elles sont pas universelles parce que tout TDAH est différent. En parallèle, moi, j'ai un peu tout vécu. J'ai vécu la médicamentation. En fait, je crois que ça n'existe pas ce mot en français. Ouais, D'ailleurs, ouais, j'ai vécu on se comprend. Mais oui, à chaque fois, je me dis pareil, je me dis: «Mais attends, mais c'est français ou pas?» voilà. Et donc voilà, j'ai parcouru ce sujet, j'ai parcouru le diagnostic, est-ce qu'il faut ou non aller se faire diagnostiquer? Et en fait, et derrière, qu'est-ce que j'ai mis en place? Et puis, il y a une différence entre les «il faut», tu sais, tout le monde te dit: «Bah, il faut, il suffit, il faut faire ça», sauf que putain, quand tu as un trouble, pardon de le dire, mais tout devient
challengeant, hyper compliqué. J'explique dans le livre, un an pour ranger mon appart de façon opérationnelle, fonctionnelle. Un an, mon appart fait 70 mètres carrés. Et de l'aspect extérieur, il n'était pas dérangé, hein, sauf qu'il n'était pas optimisé. Et donc, voilà, je mets un peu les pieds dans de la réalité du quotidien, dans de la souffrance qu'on a pu nier, en fait, pendant des années. Et c'est pour ça que ce bouquin me tient à cœur, la sortie m'a fait très peur, en fait, parce que, voilà, qu'est-ce que les autres vont en dire? Et puis, c'est pas du tout un regard psychiatrique sur le sujet. Moi, j'ai un psychiatre que je trouve fantastique. J'ai fait des groupes de parole sur le TDAH, j'en ai parlé avec des experts comme toi, etc., etc. C'est vraiment une synthèse de l'émotion, du vécu pour déculpabiliser, parce que la notion de tabou sur le sujet et de c'est bon, je veux dire, vous n'êtes pas les seuls à vivre des trucs honteux, même aller se laver les dents avant d'aller se coucher est un acte qui parfois est révolutionnaire. Je veux dire, et donc je partage un peu ça, comment ma tête de lit est devenue un espace de rangement pour que j'attrape les trucs que j'ai oublié de faire. Enfin, c'est parfois je me dis c'est ridicule, mais en même temps moi ça a été salvateur et c'est des façons de hacker mon propre cerveau. D'où le pourquoi de ce livre, mais qui est pas non plus évident parce que comme tu dis quand on se livre, on met sur un plateau sa propre vulnérabilité quoi. C'est vrai. Mais du coup, tu pas toujours su que tu avais un TDAH? Parce que de ce que je sais dans nos conversations, ça a été tout un cheminement. Est-ce que tu veux bien le raconter ou ce que tu as envie d'en dire? Bien sûr, alors moi, on m'avait déjà diagnostiqué des atypies, c'est-à-dire du HPI, des choses comme ça. Mmh. Je me reconnaissais beaucoup dans l'hypersensibilité. Je pense que d'ailleurs, on a commencé à échanger sur ce sujet de l'hypersensibilité qui, moi, a pop-upé par rapport à toi, mais je pense que c'est même 2017-2018. À mon avis, c'était vraiment tous les débuts, tu vois. Et mais en fait, c'était pas ma zone de souffrance, tu vois, c'était pas mon combat, c'était quelque chose que même j'avais même pas envie de partager parce que comme tu le disais, pour moi, j'aime le collectif. Je voulais surtout pas me différencier du collectif. Tu sais, je me disais si je voilà, Mmh. ce sujet et comme c'était pas vraiment une zone de souffrance, mais j'ai compris plus tard que c'était pas une zone de souffrance parce que tous mes copains Eh oui, sont des atypiques. c'est Et, vrai. j'ai deux de mes meilleurs potes, ils ont des tendances autistiques, tous les gamins de mes potes, on était C'est vrai. et donc j'ai compris que je n'avais pas une zone de souffrance en fait, parce que ben plutôt parfois un peu indifférente aux critiques des autres. Quand j'étais gamine, et je pense que c'est important de le dire, je passais mon temps à dire les autres peuvent pas comprendre. Mmh. Ce qui peut paraître hyper arrogant, mais c'était juste mon constat. Les autres ne comprenaient pas. Mais genre, tu vois, au lieu de me dire bah vous devez comprendre, bah j'avais internalisé ça. Et c'est vrai que bah, tu as fait partie des personnes qui m'ont parlé du TDAH. J'avais entendu parler de l'ADHD aux US, Mmh. mais qui est plutôt, je dirais, une forme de. Ça paraît tellement normal que dans ton regard d'occidental, tu comprends pas. En fait, spécialement, je m'étais pas attardée sur le sujet. Et comme beaucoup, je pense qu'il y a une forme de déni, en fait. Avant le diagnostic, je t'ai contacté, j'ai contacté une association française autour Hyper Super où je connaissais quelqu'un qui en faisait partie. J'ai beaucoup lu parce qu'il y avait plutôt des écrits sur le TDAH côté Belgique, donc le TDAH à l'âge adulte. Et je me disais, le fameux qui est propre à tous les atypies et dont tu parles toi aussi dans ton bouquin Femmes atypiques notamment et dans d'autres, c'est que tu te crois dans l'effet Barnum. Tu te dis, bah, tout le monde doit se reconnaître là-dedans. De toute C'est le façon, fameux tout Barnum le... du Barnum. En fait, tu te convaincs Exactement. que tu as l'effet Barnum. C'est ça. Parce que tu te dis, mais enfin, tout le monde, en fait, tout le monde a un Ex trouble de l'attention. Dans ma tête, vraiment, tout le monde vivait les mêmes choses que moi, sauf que les autres y arrivaient mieux que moi. Je veux dire, eh ça ouais, leur c'est ça. paraissait bien plus naturel d'organiser, et comme c'est quelque chose d'honteux de se dire qu'il te faut une dose motivationnelle pour aller te laver les dents, bah, t'en Mmh. parles pas. Et comme t'en parles pas, tu le lis pas ailleurs, en fait. Tu le vis, tu l'internalises. Et à un moment donné, quand même, je suis arrivée en zone de souffrance et je me suis rendu compte que c'est quelque chose d'assez courant quand tout d'un coup, en fait, au démarrage de ma boîte et à l'amplification de ma boîte, plus en plus de succès, et finalement plus en plus de liberté parce que ben, comme j'avais quitté un ancien job, il faut le dire aussi, hein, j'avais un boss atypique. Hein, pendant 7 ans, j'ai survécu dans un ancien job parce que boss atypique, tendance autistique, etc. Enfin voilà. Ben, comme j'avais perdu tout cadre, ben, plus de compte à rendre aux autres, plus de cadre régulier horaire, plus de, tu vois,
le cadre étant perdu, tout d'un coup, mon TDAH s'est exprimé. En fait, ah oui, pardon, plus de vie de couple, changement aussi parfois de vie à l'étranger et autres. Tout d'un coup, il y a eu une totale expression. C'est un peu comme si c'était ressorti de tous les pores de ma peau d'un coup, parce qu'en fait, il y avait eu un changement. Et j'ai l'impression que la notion de diagnostic, en fait, tu vois, vient souvent à des moments de basculement de vie où on change quelque chose. De fait, on s'en rend compte et c'est pour ça que, tu vois, moi, je suis un peu comme toi. Faut aller consulter s'il y a souffrance. En fait, s'il n'y a Exactement. pas souffrance, c'est OK. Mm. Et je suis allée consulter, en fait, je suis allée mettre un mot sur ça quand honnêtement je m'en sortais plus. C'est-à-dire que je sentais bien que je faisais plus le focus, enfin je faisais un peu comme le TDAH, je faisais le focus sur tout et en fait sur rien, que je me perdais dans mes propres. J'ai jamais été, on va pas se mentir, hein, les fonctions exécutives, écrire des emails à la suite, ça, je vais réussir. Mais là, j'arrivais même plus à écrire un email. Les journées, bah, comme j'avais pas de contraintes forcément, j'avais, tu vois, ces journées d'homme. Moi, je dis, dans le bouquin, tu sais, je dis, j'ai l'impression que le matin, on tire, tu sais, on lance une roue. Soit c'est journée à fond, soit c'est journée rien, Ah, genre, ouais. tu vois, Ah rien. oui, je vois le truc, Soit ça tombe au hasard. Ça va être quoi aujourd'hui? Exactement. Soit c'est une journée random où il va se passer Ouais. rien, puis tout d'un coup, tu vas avoir des pics, tu vois. Et bah, finalement, je me rendais compte que ça prenait toute son expression parce qu'il n'y avait plus de contraintes extérieures. Et vraiment, j'étais en zone de souffrance. J'étais en zone de souffrance, en zone de mal-être. Et c'est le paradoxe, hein, parce que je parlais d'optimisme au quotidien et j'adorais ce que je faisais, j'adorais les gens avec qui je bossais, j'adorais mes sujets. Mais en fait, le TDAH s'exprimait et j'étais en zone de souffrance, en fait. Alors, attends, je vais revenir là-dessus parce que j'ai peur que nos auditeurs se disent: «Ah, mais en fait, c'est comme si d'un coup, elle était TDAH». Donc non, je pense que Du est-ce que tout. voilà et il faut revenir là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas du tout ça. En fait je vais revenir sur ce que tu disais aussi sur le HPI. Je pense que c'est très important de le dire parce que lorsqu'on a du HPI avec du TDAH, c'est pas du tout la même chose que d'avoir juste du TDAH sans HPI. Il faut dire cette réalité, c'est que le HPI, d'une certaine manière, vient camoufler, compenser, ça dépend le mot qu'on souhaite employer, le TDAH. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants qui ont un TDAH et dont la scolarité ne sera pas forcément impactée. Et on va pas toujours s'en rendre compte parce qu'ils ont su mettre en place des stratégies. Et toi, tu as été quand même plutôt bon élève. On peut quand même dire que tu as plutôt réussi. Ou est-ce qu'avec le recul, tu te rends compte que tu avais eu des difficultés, mais tu as fait avec? En fait, avec le recul, je me rends compte de toutes les difficultés que j'avais eues dans l'enfance. Mais comme tu dis, c'était compensé, puis parfois c'est compensé par toi, parfois c'est ton entourage, parfois c'est tes potes, en fait, tu C'est vois. vrai. Et ben en fait, par exemple, je me suis rendu compte, et je me rappelle d'un fait que j'explique dans le bouquin, d'un contrôle de maths. Un Mhm. contrôle de maths où j'avais tous les raisonnements qui étaient justes, j'étais persuadée d'avoir donné mon contrôle de maths, ce qui m'arrive plutôt rarement, tu vois. J'avais eu 2 à ce contrôle de maths. Parce que tous les chiffres étaient un peu dans tous les sens. J'ai retrouvé la copie, c'est ça qui est marrant. J'ai retrouvé des copies pour l'écriture du bouquin, en fait. Mhm. Et en fait, enfin, quelqu'un qui a un regard classico-classique, tu vois, quand t'apportes ça à un spécialiste, tu lui montres ça, c'est évident en fait. Sauf que comme c'était quelque chose qui n'était pas connu à l'époque, là, en l'occurrence, pour ce contrôle de maths, je m'en rappelle parfaitement, j'étais au premier rang, à côté d'un mur, tu sais, d'un bâtiment haussmannien, mais tu sais, ces murs en bois que quand quelqu'un marche, ça vibre. Je me rappelle que la prof sortait pour parler avec d'autres personnes. Tous mes chiffres étaient devenus faux. C'était un truc avec des équations, les Y étaient devenus des X, etc., etc. Et le problème, quand j'étais gamine, c'est qu'on mettait ça sur le stress. Mhm. On avait dit à mes parents, votre fille est stressée. Ça, elle est un peu feignasse aussi, je veux dire. Tu vois, ce truc qu'on te renvoie, je jouais du piano, j'étais très forte au piano, mais je bossais que pendant le cours de piano. Tu vois, parce que les morceaux Pas qu'on te très bien. donne à jouer, j'ai fini à la salle Playel, on me donnait du jazz, moi j'aime pas le jazz, donc autant te dire que j'en avais rien à foutre de faire du jazz à la maison. Et en fait, du coup, dans ma tête, et pourtant je le savais, je me disais, mais je me sens pas stressée. Mais tout le monde avait mis ça sur le stress, donc j'avais acquis que c'était du stress. Bon Mhm. an, mal an, bah, comme j'avais toujours des matières qui tout d'un coup me stimulaient grave, en fait, je me suis rendu compte avec le recul que clairement j'avais des moins bonnes notes quand j'étais dans des paillasses, dans des trucs où c'était froid, tu sais, où il fallait se pencher, où la table était pas lisse, tout concourait en fait avec n'importe qui de sachant sur le sujet. C'était, mais quand je te dis obvious, c'était plus que obvious. Et du coup, en reparcourant tout, c'est juste que à l'époque, en fait, bah, ne l'ayant pas exprimé, comme bah, ça fonctionnait quand même plutôt pas mal pour X, voilà, pour X raisons. Alors effectivement, le HPI joue, mais je pense aussi que l'entourage, hein, tu vois, ça joue, la non-contrainte. Et en parallèle, disons-le, moi j'étais passionnée
en permanence d'un groupe de musique. J'étais fan d'un groupe de musique, j'en parle très souvent. Mais en fait, j'avais des points d'attention qui étaient hors de l'école. Donc, l'école, c'était un truc, tu vois. Mais j'ai toujours eu un TDAH. Et franchement, bah, tu sais, quand tu fais les tests, etc., ça se voit. C'est juste que, ben, à l'époque, on avait mis autre chose sur ça, alors que vraiment, je me sentais pas stressée. On me l'avait dit. Et je vais revenir sur ce côté où souvent les personnes TDAH, c'est vrai, sur l'hyperfocalisation, ils peuvent être hyper focus sur quelque chose. Donc, on peut se dire, bah, en fait, quand vous voyez que quand ils veulent, ils peuvent. Et donc, en même temps, se dire, bah, en fait, si tu le fais pas, ça veut dire que tu es fainéant et que tu manques de discipline. Tu vois, par exemple, l'exemple que tu disais de je me brosse pas les dents, tout ça. Mais en fait, tout ça, c'est très énergivore pour un TDAH. Il doit penser à plein de choses en même temps. Et donc, du coup, c'est vrai que socialement, ça peut ne pas être accepté, se dire, mais en fait, pourquoi quand elle veut, elle peut, et pourquoi en fait là, elle fait pas. Et soi-même, ça nous renvoie une mauvaise image de soi. On se dit, mais pourquoi je manque de motivation? Pourquoi je manque de discipline? Est-ce que ça t'a porté préjudice par rapport à ta confiance en toi? Ah ouais, tu vois, j'ai même mis tout un chapitre sur la confiance en soi parce que moi, j'avais l'impression d'avoir plutôt confiance en moi. Alors voilà, il y a des domaines relationnels où j'ai plus ou moins confiance, etc. Mais bah, globalement, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont un peu comme moi. Donc, ils m'ont jamais mis de barrière, ils m'ont jamais fait d'injonction à tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Donc, j'avais, tu sais, le socle, en fait, familial, structurel, plutôt, voilà, plutôt sain. J'ai des copains, tu vois, plutôt de longue date, donc vraiment plutôt confiance en moi. Par contre, je me suis rendu compte que ma confiance en moi était altérée par mon propre auto-jugement. Parce que comme tu sais que tu peux être productive à certains jours, c'est pas comme quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas faire. Moi, je sais très bien que je peux faire. Et je sais très bien, souvent en plus, quand t'as un trouble de l'attention, de temps en temps, tu te dis, mais je vais être incapable de retrouver cette dose, comment ça s'appelle, j'ai cette dose de lancement en fait que j'ai pu avoir. Par exemple, j'ai douté de pouvoir réécrire un bouquin. J'en suis à mon Mmh. cinquième, tu vois, j'en suis à 8 projets éditoriaux, c'est mon cinquième bouquin. À un moment donné, je me suis dit, ah non, je vais pas avoir l'énergie. Et tu vois, tu doutes en permanence, ta confiance en toi est altérée parce que tu te dis, mais comment, tu vois, je peux avoir des difficultés à prendre les chaussettes dans le bon ordre, tu vois, comment, en fait, et t'as beau te dire, mais meuf, tu sais quand même faire des choses. Je veux dire, t'as monté une boîte, t'as piloté des gens. Bah, tu vois tout ce que tu ne sais pas faire en permanence et tu te dis, mais les tâches les plus simples, tu sais, c'est comme les gens qui n'ont pas le permis de conduire, qui se disent, mais je comprends pas, je suis pas débile, mais je n'arrive pas à avoir le permis. Alors tu te dis 99% de la population est Ouais, capable de l'avoir. ouais, c'est Et sûr. ben, c'est la même chose en permanence avec un TDAH. Enfin, C'est ça. tu Beh, te, ça tu te apporte comprends une pas. bonne dose d'humilité quand même, du Ouais, coup. moi et je pense que du coup, moi ça a été l'humour qui m'a permis de pallier ça. C'est-à-dire j'ai longtemps dit mais je suis teubée, tu vois, mode approximatif. Non mais dans le sens c'est pas grave, tu vois, c'est genre non mais honnêtement je sais que si je vais faire un virement, tu vois, de salaire pour mes salariés, une chance sur deux que je fasse une faute. Mais c'est génial cet exemple. C'est franchement, merci de le dire parce que je pense que beaucoup se disent, tu sais, par exemple, moi j'ai beaucoup de femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui n'osent pas et en fait qui se disent que leurs atypies vont être un handicap, vont les freiner, qu'elles vont pas y arriver, que la comptabilité, l'administratif, bah forcément, quand tu as un TDAH, tu te dis c'est l'enfer. Toi, comment tu as fait pour en arriver là où tu en es quand même à ce niveau de succès, même si on est d'accord, c'est subjectif, mais je pense que beaucoup te voient quand même pour comme une référence ou en tout cas un modèle ou quelque chose qu'ils aimeraient avoir, tu vois, rien que ça. Est-ce que tu as Alors je des pense tips, qu'il y a des astuces à partager? Ouais, alors je pense que déjà un des avantages du TDAH, c'est qu'il y a quand même pas mal d'inconscience. Tu vois? Moi, tu vois, mais par exemple, ma mère me disait: «Mais tu sais pas envoyer tes papiers administratifs en temps et en heure?» Enfin, je veux dire, en rangeant mon fameux appartement là récemment, j'ai retrouvé des comment ça s'appelle? Des feuilles de soins que je n'ai pas envoyées. J'ai perdu 3 000 balles de feuilles de soins dentaires. Alors tout le monde me dit: «C'est que tu as les moyens». Ah mais non, c'est exactement la même chose. J'avais pas forcément plus les moyens au démarrage quoi, en plus, tu vois? Ça n'a rien à voir avec les moyens. Voire si tu n'as pas les moyens, ça t'envoie une dose émotionnelle encore plus difficile. Du coup, ça t'inhibe l'action. Donc, j'avais bien conscience de tout ça, sauf que j'avais vraiment la notion j'avais à cœur de faire quelque chose. Et vraiment, pour les conseils que tu me donnes, moi, il y a la notion d'expérimentation. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, je vais lancer une boîte, tu vois, je vais parler d'optimisme. On se rappelle, hein, on est en 2016, l'optimisme, personne n'a la qualité de vie au travail, personne sur le sujet, hein. On va dire, j'étais vue un peu comme une sorte de nana un peu fantasque, alors pour Ouais. moi, c'était Mmh mh. juste du pur bon sens, hein, on allait forcément y arriver. Et en fait, et je me suis dit, je vais regarder si je suis capable de faire. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, je vais faire, par exemple, si vous nous écoutez, que vous avez envie de vous lancer dans la peinture, au lieu de vous dire, je vais vendre mes toiles,
changer le raisonnement, dire: «Je vais regarder si je suis capable de vendre mes toiles». Parce que vous pouvez vous dire que ça vous ennuie de conditionner votre art, que ça vous ennuie de faire du business et vous avez le droit de changer d'avis entre-temps. Et c'est un truc qui soulage vachement parce que quand on veut changer de carrière, généralement, tu as tout l'entourage: «Ouais, qu'est-ce que tu fais?» Voilà, Mmh parce que, mh. tiens, moi je le ra souvent je le dis, j'avais le meilleur en soi. Un job en or, je voyageais entre New York, Paris, machin, entre la 5e avenue, les bureaux étaient sur la 5e avenue, je vivais dans l'Upper East Side, tu sais, tous les critères un peu Ah sociaux, ouais, trop ouais. cool, tu vois? Et en fait, la notion de je vais expérimenter un nouveau truc, c'est quand même hyper intéressant pour un TDAH, l'expérimentation. Tu sais, tu te dis que tu vas tenter et tu as toujours au démarrage, et ça, j'aimerais le dire à tout le monde, tu es tellement à donf que tu arrives à surpasser tout un tas de trucs qui te paraissent incroyablement compliqués. La réalité, même créer un compte sur l'URSSAF, j'ai été capable de le faire. Si moi, j'ai été capable de le faire, honnêtement, ça veut dire que beaucoup de personnes, et je dis pas que la régularité pose pas problème, mais en vrai, on la vision qu'on a de l'action est beaucoup plus négative que l'action en elle-même, en Mmh, fait. mmh mh. Et donc la notion de mise en mouvement pour un TDAH qui veut changer de job est fondamentale parce que c'est en faisant qu'on arrive à se rendre compte: «Ah, c'était pas si compliqué», tu vois? Enfin, limite, de temps en temps, je me dis qu'aller me brosser les dents est plus compliqué. Tu sais, brosser les dents en fin de journée, après une journée pleine de conférences, Ouais. est plus compliqué, en fait, que parfois, faire un clic sur, administratif sur l'URSSAF. Et C'est imp surtout, de le dire peut-être aussi, il y a toujours des moments où on est en up. Tu vois, quand tu as un TDAH, tu es pas toujours en down et tu as toujours des moments où même si ta cyclicité, elle est pas bonne, voilà, tu arriveras toujours à compenser à un instant ou à un autre. C'est important ce que tu dis là parce que je pense que beaucoup de TDAH et tu vois, j'ai beaucoup de témoignages en ce sens, beaucoup disent et avouent qu'ils ont en fait, ils sont soumis à la procrastination et c'est hyper compliqué parce qu'encore une fois, ça impacte la confiance en soi. Sauf que, comme tu dis, on se met beaucoup de pression et qui dit beaucoup de pression dit beaucoup d'attentes et donc forcément, possiblement aussi qu'on peut être déçu parce que lorsqu'on a beaucoup d'attentes, il y a plus de chances d'être déçu de toute façon et on sait souvent toute une montagne de quelque chose alors qu'une fois qu'on est mis en action, bah, finalement, c'était moins, grave, important ou, difficile que ce qu'on avait pensé. Sauf que cette mise en action, elle est pas si facile. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être bloqué par la procrastination? Et est-ce que maintenant tu as su mettre des choses en place pour, bah, ce passage à l'action qui est si compliqué pour les TDAH? Ah mais moi, la procrastination, c'est l'histoire de ma vie. Quand les gens me disent: «Ils procrastinent», moi, ça me fait doucement rire. C'est juste qu'ils ont fait le lendemain le truc que moi, je peux faire des trucs 5 mois plus tard. Ouais. J'ai une là, je suis en train de comme je te disais, j'ai retapé mon appartement, j'ai eu un dégât des eaux il y a 7 ans. J'ai, été remboursée par l'assurance, hein, il suffit que je fasse venir quelqu'un pour panne. J'ai toujours ma petite fissure dans mon salon que je vois tous les jours. Donc voilà, en soi aussi, c'est à quel moment on se fout la paix. Parce que je pourrais me dire: «Non mais quand même, c'est pas difficile d'appeler quelqu'un pour faire un coup de peinture» et en plus moi je suis bricoleuse, je pourrais le faire ce coup de peinture, mais ce truc-là procrastine. Oui, j'ai des façons de contrer en fait cette procrastination. Il y a, le concept du stupid small, je sais pas si tu connais, je Non, me vas-y, rappelle pas t'en avoir vu parler. je pense pas. C'est en fait vous décomposez l'action en l'action la plus petite faisable. C'est-à-dire Les qu'au lieu de vous dire: sous-étapes. «Allez» en sous-étapes, mais stupidement petites pour Mmh. que vous vous dites que c'est impossible de ne pas le faire. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous mettre à faire des pompes, vous faites une pompe. Tu vois? Si tu veux écrire un bouquin, tu fais un bouquin. Tu fais une phrase, pardon, voilà. Dans le sens où cette action, ton cerveau va pas se dire qu'elle est trop gigantesque, en fait, Mmh. et du coup, tu vas un peu te mettre en mouvement. Quand tu as commencé, généralement, bah, tu as plutôt tendance à continuer, mais de se dire: «Écoute, c'est OK si j'ai fait ma pompe», en fait. Ça, Ouais. c'est une façon que je trouve hyper intéressante. Il y a d'autres façons de s'optimiser. Moi, j'en vois 3 en fait. Après, c'est très Catherine, hein, mais je vois que dans les communautés TDAH, parce que oui, il y a des communautés TDAH, tu vois? On se partage des petits tips, tu vois? J'ai fait des groupes de parole sur le sujet, donc je peux en parler avec légèreté. Moi, je suis obligée pour avancer, donc soit c'est vraiment du stress, genre je dois rendre le bouquin et sinon je fous tout le monde en retard. Et Mmh. là, j'ai une sorte de conscience sociale, tu vois? Jamais j'arriverai en retard par exemple à une conférence, tu vois? J'ai comment dire? La notion du sérieux dans le travail qui Ouais. prime là-dessus. Donc soit vraiment c'est le stress qui me fait vraiment agir, Mmh. mais bah, parfois, non, on va pas se mentir. Mmh. Par contre, je gamifie les choses. C'est-à-dire que je me crée des systèmes, voilà, un peu de récompense. Par exemple, quand j'ai dû, ranger mon administratif, tu vois?
Oh, un truc horrible, hein, enfin, je veux dire pour, moi j'avais toutes mes quittances, tu sais, d'EDF depuis je crois 2004. Tu vois? Pourquoi tu les gardes? Tu sais pas. Alors par contre, j'ai bien vu la montée des prix, bon bref et bah, au lieu de Ça me sert à dire: «Je quelque vais chose. ranger ça», tu vois? Je ouais, ouais, ça va servir à quelque chose, j'ai rien retenu évidemment. Mais tu vois, au lieu de me dire: «Je vais ranger ça», je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce qui me ferait plaisir?» Donc je me suis acheté les classeurs de couleurs. Donc j'ai un panaché de couleurs pastel, je Je sais pas me si souviens j'ai mis sur Insta, je me souviens. en me disant: «Putain, ça me stimule. Ça va être Ouais, marrant d'avoir un joli, dégradé de classeurs plutôt que ces vieux classeurs, tu sais, achetés dans le truc d'à côté». mmh, Donc mon objectif, c'était plus de ranger mes papiers, c'était de remplir ces classeurs et j'avais un truc de gratification. mmh. Donc mon enjeu, c'est toujours d'aller chercher un truc de gratification quand, par exemple, j'ai dû ranger, j'avais 1000 bouquins dans mon appart à Paris, voire plus même, donc va ranger 1000 bouquins, tu vois? Mmh. Parce qu'en plus, chaque bouquin, c'est un prétexte à réflexion, à me dire: «Tiens, je vais prendre des notes». Enfin bon, bref, c'est horrible. Et ben, je me suis dit, en fait, que j'avais envie d'installer quelques étagères dans ma chambre et dans mon salon pour mettre les livres en coloris, tu vois? Et donc tout d'un coup, en fait, j'ai l'impression que je suis en permanence en train de hacker mon cerveau pour chercher un truc de tu vois? Qui est une sorte de reward, de sentiment qui me fait plaisir. Je suis obligée de me faire plaisir. Alors, ça peut paraître un peu, ben, genre, la nana, elle a toujours obligée d'être contente, tu vois? Tu vois, dans la vie, mais en fait, c'est mon seul outil motivationnel et le troisième, c'est probablement tout ce qui est nouveau. C'est-à-dire que, Ça en marche fait, bien avec dès TDAH, qu'il y ouais. a un truc un petit peu nouveau, bah, tout d'un coup, ça m'emballe et donc la procrastination, en fait, j'ai envie d'essayer le truc qui est un peu nouveau. Donc ça serait vraiment mes 3 leviers, tu vois? C'est cette notion tu vois? C'est cette notion de on joue, en fait, on trouve de la nouveauté et bah, peut-être, c'est quoi le truc le tu vois, le plus simple activable et pour revenir sur ce que tu disais à cette notion de culpabilité, moi je suis un peu, parce que j'ai des trucs sur ma to do qui datent de 2015, hein, pour mon site web. Je sais très bien comment optimiser mon site web, je sais très bien comment créer beaucoup plus de trafic si j'avais envie de le faire. Mais en fait, mon enjeu, c'est un peu l'optimisation. C'est quoi le temps, en fait, tu vois? Je le disais à toutes les tu vois, et à toutes mes stagiaires qui passaient dans tu sais, dans mes comment dire? Dans mes équipes, je disais, la question, c'est pas la note, c'est la note sur le temps passé, en permanence et donc ça te permet aussi derrière de revoir un peu tu vois, ta notion de perfectionnisme, j'essaie de faire le mieux. Après, TDAH ou culpabilité permanente. Si je m'étais mis avant, j'aurais pas oublié de dire ça dans mon bouquin. Si je m'étais tu vois? J'aurais pu faire plus. Bon, c'est la réalité et à un moment donné, je pense qu'il y a des choses que de toute façon, on ne peut pas changer quand on a ce type de personnalité, bien qu'on puisse mettre en place tout un tas de stratégies. Et du coup, j'ai envie de te demander, et je pense que les auditeurs peuvent se questionner, est-ce que c'est pas trop compliqué pour les personnes qui travaillent avec toi? Tu vois, je sais que tu as des salariés, je sais que tu as beaucoup bossé. Est-ce que tu penses que ça peut être difficile? Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, ouais. Ah, moi, ça me fait alors plusieurs choses. Moi, ça a été une grande zone de culpabilité. C'est-à-dire que, un peu comme, je crois qu'on est beaucoup à se dire. Moi, je me disais: «J'ai de la chance d'avoir des gens qui veulent bien bosser pour moi». C'était vraiment alors que je l'ai payé, tu vois? Et Oui, que, oui, déjà. voilà, je suis quand même voilà, déjà, je l'ai payé, mais puis je suis pas non enfin, c'est plutôt sympa et je veux dire, on n'est pas dans un boulot tyrannique chez moi. Mmh. Mais j'avais une sorte de: «Oh, «Qu'est-ce que j'ai de la chance que des gens acceptent de bosser pour moi» et c'est un truc qui peut nous envahir même en amitié, hein. J'ai des gens qui m'ont C'est dit: vrai. je change pas d'amis parce que j'ai des amis, ils m'acceptent, même s'ils te flinguent derrière», tu vois? Ouais, tu Cette notion de gratitude envers les autres, Mmh. elle était permanente parce que je suis consciente de mes propres limites. Alors oui, je pense que c'est compliqué pour les autres. C'est-à-dire que c'est compliqué pour les autres, sauf que, bah, forcément, je n'ai recruté que des atypiques. J'ai recruté Et des gens malgré qui toi, parce que tu savais pas forcément, en fait, tu as pas malgré recherché moi. ça, c'est ça qui est Ah fou. non, pas du tout. C'est Pas ça. du tout, en fait. C'est que comme je recrute bien plus au feeling qu'au diplôme et Mmh, cetera, mmh mh. bah, j'ai recruté des gens avec qui ça percutait, qui Carrément. n'avaient pas forcément de gros diplômes au démarrage ou à l'inverse, hein, des gens, hyper capés, de diplômes divers et variés, mais en fait qui se sont avérés au fil des années complètement neuroatypiques avec Mmh mh. X atypies. J'en ai pas qui ont un TDAH par contre. Donc Ah, ça, je sais pas si, voilà, je sais pas si inconsciemment je me suis dit: «Non, il faut pas quelqu'un qui parte trop dans tous les sens». J'en ai pas qui ont à un moi toute seule, TDAH. c'est suffisant. Voilà, c'est ça. Moi, je me rappelle, bah, d'Alexia dans mon équipe qui a bossé pendant 5-6 ans chez moi, Mmh. que j'ai
connu tout piou-piou, tu vois? Elle avait 18 ans, j'étais son premier stage, machin, elle est restée jusqu'à 25, ou 17 ou 10 bon, ou 19, bon, peu importe, qui m'envoie comment ça s'appelle? Un dessin un jour sur le syndrome de l'objet brillant. Tu sais, en Oui, disant, bah, tu vois, toi, c'est ça, genre, dès que tu vois un nouveau le truc, truc. tu passes au nouveau truc, tu sais, tu regardes, c'est plus brillant, donc tu changes d'activité. Donc en fait, ça s'exprimait elle me l'avait envoyé avant que je n'en parle, en fait, tu vois, Mmh, du mmh, mmh. TDAH. Ça fait partie des gens, par exemple, à qui j'ai demandé quand il y a eu un questionnaire psy, tu sais, de mon psy, j'ai fait répondre à comment ça s'appelle, à donc par exemple, à Alexia avec qui me côtoyait au quotidien, qui m'a dit que j'ai gigoté sur ma chaise. Tu sais, elle a marqué ça dans le truc. Donc en fait, je pense que c'est compliqué, c'est plus compliqué pour les gens qui sont hyper rigoureux et qui ont besoin d'anticiper. Mmh. Par contre, moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir quelqu'un dans mon équipe comme ça. J'ai Ali dans mon équipe qui, du coup, elle a une structure carrée. Je sais que moi, je la mets en zone d'angoisse si jamais je lui fournis pas les choses. Mmh. Et donc, moi, je culpabilise beaucoup en me disant, punaise, je sais qu'elle attend et je le sais. Et tu vois, je me vois faire. C'est ça le pire. Ça m'entraîne beaucoup de culpabilité. Après, évidemment, je l'ai dit à tout le monde. J'ai dit qu'il y avait des choses que je peux réguler. Même à un moment donné, elles m'ont dit, ça se voit que tu as mis des choses en place. Ah Tu vois? ouais! Comme quoi c'est possible, Voilà. c'est possible. Il y a des zones d'amélioration, par contre, on ne se change pas. Tu vois, cette notion d'impulsivité, je sais, tu vois, je sais, Ali, à un moment donné, elle me disait, mais on change sans arrêt de projet. Ce qui est vrai, en vrai, mais je lui disais, mais et d'une, c'est l'entrepreneuriat, c'est Ouais. l'adaptation parce qu'on a aussi vécu le Covid, le machin, etc., etc. Et pour moi, quelque chose qui me semblait complètement naturel, pour elle, était plutôt une zone de, putain, on finit jamais rien, du coup. Mais en soi, elle a raison, c'est juste, mais ma personnalité, ça sera toujours d'explorer des nouveaux sujets. C'est-à-dire qu'une fois qu'un sujet est exploré par quelqu'un d'autre, bah, moi, je préfère explorer quelque chose de nouveau. Donc, oui, ça me pose des problèmes. Je pense que ça m'en pose plus à moi finalement qu'aux autres parce que c'est la culpabilité en fait. Mais le fait de le dire est probablement la meilleure chose à faire. Je sais que les filles elles m'ont aussi installé un Notion, tu sais, pour comment ça s'appelle, pour voilà, pour calibrer les trucs. Et je dis aussi à tout le monde, mais même dans mon taf, hein, même avec les gens dans les boîtes chez lesquelles j'interviens, je leur dis relancez-moi. Si vous voyez que je vous ai pas répondu, relancez-moi. Je ne me reformalise pas, tu vois. Enfin, voilà. Donc, tu vois, ne me faisant pas forcément confiance. Tu vois, et c'est pas un déficit de confiance en moi, c'est que je le sais, Mmh, c'est un mmh, fait, en fait. mmh, mmh. Et ben, les autres, en fait, un peu, je dirais, non pas pâli, mais s'ils ont besoin de quelque chose, faut me relancer et je deviens l'exécutante de mes salariés parfois, tu vois. Et Ça j'aime bien parce que ça m'enlève aussi une charge mentale, tu vois, de redevenir l'exécutante. je comprends. Et alors, on a parlé là beaucoup des difficultés et merci d'avoir donné des exemples aussi concrets et aussi authentiques parce que je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, qui vont dire: «Ah là, mais moi aussi, ça va», justement déculpabiliser. Et si on parlait un peu du côté positif? C'est-à-dire que d'après toi, ton TDAH, il t'a permis quoi aujourd'hui? D'être une grande enthousiaste. C'est-à-dire que je m'emballe sur les projets des autres, tu vois? Tout le monde, tu sais, on est dans C'est une vrai, société c'est vrai. ah ouais, ouais, sur les projets parce qu'on est dans une société, tu vois, de la critique et cetera. Moi, alors après, je pense que c'est propre à chaque TDAH. Oui. Moi, je suis tellement stimulée par la nouveauté, en Mmh. fait, tu vois? Ça veut pas dire que moi, je vais le faire, mais quand quelqu'un lance un projet, j'ai tendance, tu vois, à voir les choses, à anticiper, à donner des idées, machin, et cetera et à être plutôt une enthousiaste de nature. Je pense que pour l'entrepreneuriat, un de mes grands problèmes liés au TDAH, en plus de l'impulsivité, c'est la problématique de gestion du temps. Ben, je me dis que les personnes qui ont un TDAH, qui ont une boîte, parfois ils sont un peu plus inconscients en fait. S'il n'y a pas l'anxiété tu vois, qui vient, donc on explore peut-être plus facilement des trucs. Voilà, Ouais. un peu barré parce qu'on n'a pas vraiment conscience du temps long. Donc ça nous, tu vois, moi je me disais, tu me demandes de faire un PowerPoint, moi je te dis pas de problème, je te le fais en 1 heure. C'est complètement ubuesque parce que parfois il faut des heures et des heures pour faire. Mais du coup, on va avoir un engagement en fait dans les trucs qui nous stimulent qui va être vachement fort. Capacité de concentration de ma boule, Mmh. évidemment, quand tu vois, En quand un sujet nous hyperfocalisation. Ouais, carrément. et d'exécution en fait, hyper intéressant. Et surtout, moi je me dis que le fait d'avoir un TDAH, je pense que tu vois, ça m'a permis de revenir à un brin de simplicité, tu sais, en me disant, moi je le dis, le fait de le dire, alors c'est pas forcément lié au TDAH, c'est plus lié à ma personnalité,
ça crée l'ouverture aussi de l'authenticité parce qu'après moi j'ai des gens qui me disent: «Ah mais moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça, oh c'est cool, on est tous imparfaits, viens, on va bien s'entendre». Ça m'a permis aussi de tu sais, je te parlais, tu vois, probablement beaucoup de résilience parce que quand tu vis des jours où vraiment tu es capable de rien faire, tu sais, tu finis la journée, tu comprends pas en fait et tu te dis: «Mais j'avais prévu des choses», tu vois? Machin. De te dire: «Bah, j'ai pas réussi. J'ai juste pas réussi aujourd'hui et c'est OK» et ça te demande vraiment d'avoir travaillé ta confiance en soi parce que ça veut dire que tu te rappelles que d'autres jours, tu vas être capable de. Tu vois? Tu ne résumes pas parce qu'on peut avoir tendance, comme on a un problème de rapport au temps, à résumer le temps à la journée qu'on vient de vivre en se disant: «Mais je suis naze, je suis pas capable de faire, qu'est-ce que vont penser les autres?» et cetera. Donc je pense que ça voilà, ça amène quand même des choses, plutôt, alors je dirais pas positive parce que, mais une fois que tu n'as pas le choix, que c'est là, tu vois? Que, bah, tu tentes de t'explorer. Moi, ça m'a en tout cas d'avoir mis des mots, en fait, sur ce que j'étais, m'a permis une exploration de moi-même. Donc finalement, nouveauté, tu vois? Zone d'enthousiasme. Après, on va pas se mentir et je veux vraiment pas faire croire que c'est, voilà, que c'est facile parce que va expliquer à tes potes, à ton mec, que tu es pas capable de prendre un billet d'avion parce que pour toi, Mmh, anticiper, c'est quelque chose que tu sais pas ce que tu vas vouloir faire dans 3 semaines, tu vois? Et dans 3 mois, non mais alors qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Et que tu as besoin de quelqu'un qui soit à côté de toi pour dire: «Appuie sur le bouton, appuie sur le bouton, appuie sur le bouton». C'est hyper tu vois? C'est ça t voilà, au quotidien, c'est vraiment voilà, c'est vraiment des efforts. Moi, je l'ai pris plutôt comme, bon, bah, on explore et voilà, d'avoir mis les mots dessus, ça m'a permis quand même d'avancer. mmh mh. Et maintenant, alors, tu nous as dit que tu avais découvert ton DAH sur le tard. Est-ce que tu penses que ça aurait pu changer quelque chose? Est-ce que tu aurais fait des choses différemment, en fait, si tu l'avais su bien avant? Mmh. Alors je me suis posé la question. Je me suis posé la question de la stigmatisation, tu vois? Quand on a, par exemple, le diagnostic quand on est enfant, tu vois? Ouais. De la déresponsabilisation aussi, parce qu'en parlant avec certaines personnes, ils me disent: «Bah, moi, mon ado, il me dit: "De toute façon, c'est à cause de ça que je peux pas"», tu vois? Mmh. Est-ce que voilà, en fait et du coup, en fait, je trouve que c'est une réponse hyper difficile à apporter. Je sais pas s'il y aurait eu une différence. Par contre, c'est vrai que quand tu commences à explorer le sujet, à revisiter, en fait, ton passé, ton quotidien, finalement presque aussi ton avenir, tout d'un coup, tu as une sorte de eureka. Punaise, Mmh. c'était donc ça. Et un peu dans tous les domaines de la vie, enfin vraiment en écrivant le bouquin, je m'en suis rendu compte. Je pense que le fait, si je l'avais su avant, ça m'aurait permis de me soulager. En fait, en me disant, en donnant des clés d'explication aux autres, en me disant, «Mais non, c'est pas moi qui veux pas partir en vacances», parce que toi-même tu culpabilises de prendre ton billet d'avion, de juste regarder le prix qui monte sur internet, de pas cliquer sur le bouton valider quoi. Ça m'aurait mis des clés, ça m'aurait permis de remettre un peu peut-être un peu de douceur envers moi-même, en fait, parce que, tout ça c'était alors maintenant j'en parle facilement, mais, enfin, c'était tout ça, c'était internalisé, hein, à la limite, c'était un déni de moi-même aussi. Mmh. Je pense que ça aurait eu cette notion de soulagement. Ce qui m'a soulagée aussi et je suis pas du tout pro médicament, hein, mais comme je l'ai exploré à un instant T, je peux en parler aussi avec du recul, c'est de me rendre compte de ce que c'était que d'être dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Tu vois? Pendant, quand tu as un médicament sur le sujet, tout d'un coup, ton cerveau, il marche de façon différente et ça, c'est quelque chose d'assez bizarre à vivre, parce que, bah, forcément, c'est une version de toi qui est un peu altérée comparée à ta véritable nature et cetera, mais de se dire: «Ah mais en fait, non, c'est pas que les autres, ils y arrivent plus facilement, c'est que pour eux, c'est tout simplement une difficulté» et ça a été un énorme vecteur de soulagement donc voilà, Mmh. à ceux qui je comprends qu'on n'ait pas du tout envie de passer par la case médicaments et cetera, mais en fait, je peux le dire pour voilà, pour tout le monde, dites-vous aussi que c'est une sorte d'eureka qui se dit: «Mais en fait, non, c'est pas que les autres sont plus doués, que je suis naze, que je sais pas faire, que je suis feignasse», enfin voilà, tout ce que tu as pu te raconter, c'est juste que pour les autres, c'est pas une difficulté, ça leur paraît normal d'avoir des routines, tu vois? Non, Alors mais que toi, c'est toute une organisation d'avoir une routine, tu vois? tu raison de dire qu'il y a un biais quand même, c'est qu'en fait, on transfère tout le temps chez les autres notre propre fonctionnement et on a beaucoup de mal à imaginer comment c'est dans la tête de quelqu'un d'autre, en fait. Et cette expérience que tu as eue avec les médicaments, bah, ça t'a permis de dire: «En fait, ah ouais, ça n'a absolument rien à voir». C'est-à-dire que alors, bon, on va pas rentrer peut-être dans les détails de des médicaments parce que c'est pas ton domaine de compétence, mais je pense que pour les personnes qui sont vraiment en difficulté et toi-même tu l'as dit, vraiment en souffrance, allez consulter. On le dira jamais assez. Allez voir un professionnel de la santé, allez voir un expert du domaine dont c'est le métier, dont c'est la spécificité. Ah oui. Allez faire un diagnostic, voyez si effectivement la prise de médicaments vous convient ou non, parce que ça, c'est spécifique à chaque personne. Mais cette expérience Mmh. que tu as eue démontre bien que
on est totalement incapable de se rendre compte, de nos différences parfois, parce qu'on Mmh, les normalise vu que c'est notre norme et à quel point pour c'est ça. quelqu'un c'est totalement différent. C'est ça. On n'est pas dans le cerveau des autres. Ça, je pense que c'est hyper compliqué et c'est vrai, je vais remoduler ce que j'ai dit sur le médicament. Là, j'en parle un peu avec légèreté et Mmh. facilité. Ça a été, chaque mois aller voir le psy, revoir le traitement, des externalités négatives, hein, parce que, bah, on se pose la question: «Est-ce que je suis pas en train de prendre un médicament pour m'adapter à la société?» Tu vois? Mmh. C'est, derrière, des conséquences, on n'est pas sur des médicaments, on va dire simplistes, Oui, c'est pas du et on n'est Doliprane, pas hein. non, on est c'est pas du et c'est non, mais surtout on n'est pas sur une pilule on-off, tu vois? Il y a pas de magie sur le médicament. Tu sais, de Mmh. temps en temps, je vois des gens qui critiquent les parents qui donnent des médocs à Mmh. leurs enfants et cetera et cetera. Mais les gens essayent juste de faire au mieux à un instant T en fonction des moyens dont ils disposent. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que ça m'a mis des petites roulettes sur mon vélo qui partait à pleine allure, dans un total déséquilibre. À un Ça moment où m'a tu en avais permis de me besoin. restabiliser Ouais. pour derrière être capable de mettre en place des choses opérationnelles, fonctionnelles et ça a été voilà, à un moment donné, Mmh. j'avais finalement pas le choix et souvent je pense aussi que c'est ça qu'il faut se dire, que quand on va vers ce sujet-là, c'est qu'on a éliminé certaines autres possibilités et Mmh. j'ai envie de te dire, c'est aussi en fait, c'est aussi un autre parcours du combattant, en fait, hein. Faut pas, c'est pas plus en fait, c'est pas plus simple que les autres solutions. C'est aussi ça que je pense qui est important d'expliquer. La solution médicamenteuse que certains voient comme une solution de facilité, non, non. C'est voilà, c'est de l'extérieur qu'on le voit comme ça et c'est parce qu'on l'a soi-même pas expérimenté et qu'on pose un regard sur le sujet. Mais effectivement, je pense que c'est important de le rappeler. C'est juste que, tu vois, j'avais hésité alors même à en parler dans le bouquin, mais je me dis: «Faut aussi le dire» parce qu'il y a plein de gens qui se questionnent, en fait, sur, tu vois, sur ce sujet et sur l'adaptation, mais l'adaptation de la nourriture, pareil, tu vois, les protéines, les machins. Il y a plein d'autres façons de faire, mais c'est juste quand on est en très grande zone de douleur, moi j'ai eu l'impression de cautériser, tu sais, de cautériser Mmh. une plaie pour derrière lui donner un peu les tu vois, la comment ça s'appelle? La cicatrisation possible et mais il fallait que j'arrête, l'hémorragie, quoi. Et Ça ce a qui été un était peu ma façon de intéressant faire. c'est que c'est pas parce qu'on prend des médicaments qu'on va le garder en à vie. En fait, il y en a qui sont très angoissés de ça en disant: «Bah, ça veut dire que je prends ça toute ma vie». Pas du tout, comme tu le dis, ça a été en fait, les petites roulettes à un moment T où ton vélo partait dans tous les sens, le temps que Ouais. tu réapprennes à faire le vélo comme tu le souhaites, quoi. Ouais, ouais et j'avais très peur en plus moi, comme pas mal de TDAH, je suis tendance addictive. C'est-à-dire Mmh. que je fais partie, faut que je m'éloigne des jeux vidéo parce que je suis capable, enfin je ne sais quand j'ai eu Tetris gamine, je peux plus perdre à Tetris tellement, tu vois, j'avais entraîné mon truc. Ouais. Une série, ça devient un long film, donc tu vois, les grosses tendances addictives. Donc évidemment, tu vois, prendre une substance pour moi, c'était vraiment, voilà, Tu un avais la questionnement et pulsion. puis en plus, tu vois, mais en fait, c'est une molécule qui ne de ce que j'en comprends, hein, pareil, remettez des nuances et toujours, contrôle, des professionnels de santé pour le sujet, hein, parce qu'il y a de toute façon, il y a plein de contre-médi comment ça s'appelle? Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut pas prendre ces médocs. Moi, comment ça s'appelle? Je me questionnais beaucoup parce que j'avais peur derrière de et c'est vrai, hein, on dort parfois aussi un petit peu moins moins bien et donc ça a vraiment été un parcours de voilà, tu vois, de réflexion et surtout moi, on n'est pas vraiment addict aux médicaments et pourtant il y a plein de spéculations sur le sujet, mais on est un peu addict à l'état dans lequel le médicament nous met. Tu vois, c'est un petit voilà, donc prendre avec de la nuance, surtout être accompagné, tu vois? J'ai eu, je pense aussi que c'est important de le dire, hein, pour, mettre un peu place de l'humilité, j'ai eu psychiatre, j'avais toi aussi en interaction, j'ai eu coach en parallèle et groupe de parole. Mmh mh. Tu vois? Donc j'étais vraiment ultra baquée, en fait, sur ce sujet. Après, je me dis, te connaissant un peu, je pense que en fait, quand tu as découvert le sujet, moi, ce que j'ai vu de l'extérieur, c'est qu'il y avait aussi ce côté, fascinant. En fait, tu t'es enthousiasmée aussi pour le sujet en même temps. Ouais, Donc, exactement. tu étais à fond et du coup, est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations-là dans ton livre? Ouais, 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 la majorité, sur mon compte Instagram pour les classeurs, parce que ça Ouais, peut donner un c'est vrai. côté satisfaisant aux autres et vraiment voilà le parcours intérieur, toutes les émotions par lesquelles on passe. Parce que c'est vrai que moi je me suis enthousiasmée pour le sujet, il y en a d'autres qui se disent: «Punaise, mais comment les autres l'ont pas vu?» On peut rentrer dans Ouais, on travaille, totalement. tu vois? Le diagnostic, c'est pas que c'est cool ou c'est pas cool, tu vois? Mmh mh. On va traverser différentes phases en se disant, comme tu le disais tout à l'heure: «Si je l'avais su plus tôt», que tu vois? En se posant des questions, Mmh. en s'en voulant parfois moi ça n'a pas été mon cas, mais
en en voulant aux autres. Donc tout ça n'est jamais facile. C'est vrai que quand on me voit parler, moi la dernière fois, j'ai même quelqu'un qui m'a dit: «Ah moi je vais aller prendre un truc comme toi», tu vois? J'ai dit: «Non en fait, Ah c'est non. qu'effectivement je suis une enthousiaste, surtout moi je suis une enthousiaste de nature». C'est vrai que de facto, je parle d'optimisme, donc c'est vraiment très constitutionnel à ma personnalité. Ne vous dites pas que c'est un sujet, sympa, ça a été douloureux, enfin, Élodie, tu le sais, j'ai eu des Mmh. périodes vraiment down, tu vois? En me disant, avec des interrogations, en me disant, «Est-ce que pour mon TDAH, il faut pas mieux que je vire toute ma boîte, que j'aille Ouais. faire autre chose?» Donc avec des grosses doses, de tu vois, de culpabilité. D'où, en fait, les notions aussi d'accompagnement qui sont, je crois, fondamentales, et d'avoir l'humilité et surtout de se faire accompagner par les bonnes personnes. Ça, j'en ai pas parlé, mais la méconnaissance, en fait, je me suis rendu compte du gouffre de méconnaissance d'a priori, tu vois? Sur, tu vois, sur ce sujet, et même les copains les plus bienveillants, mais en fait, toi, quand même, tu en as pas besoin, tu vois? Mmh. Des copains psy, des gens que j'adore, qui Mmh. sont des têtes, des tronches, qui sont mes copains, machin, mais qui ne sont qui, bah, en fait, dont le sujet encore n'a pas Mmh. pop-upé dans leurs expertises, en fait. Ils ont des sortes de biais, voilà, en fait, et donc c'est vraiment trouver aussi dans l'accompagnement la bonne personne, en fait, tu Mmh. vois, qui vous va bien, et oser, tu vois, oser se poser les questions. Est-ce que je préfère, que ça soit un homme, une femme? Est-ce que je préfère que ce soit quelqu'un de, tu vois, un peu, voilà, tu sais, Mmh. psychiatre avec sa blouse, ou quelqu'un, plutôt, tu vois, dans l'échange? Est-ce que je préfère quelqu'un d'âgé ou de jeune? Tu sais, est-ce que je préfère y aller ou être en visio? Tu vois, tu sais, pour se poser vraiment les questions. Le problème là-dedans, il faut pas qu'on le nie non plus, c'est l'accès à tout ça, en fait, Bien hein. sûr. Tout à l'heure, je Ah oui, parlais de c'est la notion d'accessibilité. exactement. Point de vue financier, géographique, en temps, en énergie, tout ça et bien C'est évidemment, ça, c'est c'est ça. Par contre aussi, pour tous ceux qui ont pas les moyens, parce que voilà, faut oser le dire, parfois on n'a pas les moyens. Vraiment, il y a plein de ressources, hein, sur internet sur le sujet. Ça prend du temps, c'est voilà, ça ne nous exempte pas de se faire nous-mêmes accompagner. En fait, tu vois, moi j'ai regardé peut-être des centaines, des millions, des milliers, peut-être pas des millions, mais des milliers de vidéos, tu vois, sur le sujet, de gens qui en parlaient. Ça apporte un m'a premier soulagement et des premières le réponses. premier soulagement. Après, tu te poses la question: «Alors est-ce que je le suis? Est-ce que je le suis pas?» Tu vois? Ça va, ça reprenne d'autres sujets. Ah. Mais voilà, dites-vous qu'il y a aussi de la ressource qui est accessible, tu vois? Tes bouquins, les miens, les machins, tu vois? Qui peuvent vous soulager un temps en vous disant: «Bah, derrière, on regardera, peut-être que ça va changer dans les années à venir, peut-être que l'accès sera plus facile, plus démocratisé». Voilà, il y a aussi des tests, hein, qui sont relativement fiables sur internet, hein, sur le TDAH, la grille de lecture. Faut pas s'auto-diagnostiquer, on est d'accord, tout le monde le dit, machin, c'est pas bien, et cetera, et cetera. Sauf que parfois, c'est la seule chose qu'on peut avoir à un instant T. Ne pas se stigmatiser en se disant, voilà, c'est ça, c'est important, mais parfois, bah, on n'a pas les moyens, je pense qu'il faut quand même le dire. Merci de le dire. Et bah, écoute, merci, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Franchement, c'était très riche et très authentique. Merci à toi. Est-ce que tu auras envie de rajouter, une petite note positive, quelque chose, un petit mantra, quelque chose qui te guide de positif et que tu aimerais partager à nos auditeurs? Ouais, moi, ce que je dis très souvent, enfin, on est tous imparfaits, en fait, tu vois? Et moi, ce qui m'a vraiment permis de faire la paix, en fait, et à tous tes auditeurs, hein, TDAH ou pas, Mmh. d'ailleurs, de se dire, j'ai jamais rencontré en quelqu'un de toute ma vie, quelqu'un de parfait, en Mmh. fait, hein. Même les gens les plus intelligents, les plus grandes stars, jamais rencontré quelqu'un de plus, enfin, de parfait. Et donc à partir du moment où tu te dis, bah, tu vois, Élodie imparfaite, Catherine imparfaite, bon, Mmh. bah, on va papoter de façon imparfaite à des gens qui eux-mêmes sont imparfaits. Je trouve que c'est un soulagement, mais une forme de soulagement qui, moi, m'a vraiment permis de faire sauter un peu, tu sais, ces petits, comme de je sais ce que je pourrais faire, donc que je ne fais pas, qui me dégradent, et puis tu as des autres qui font mieux ça. Bah, la réalité, c'est qu'on essaie, ce que j'ai déjà dit une fois, je crois déjà dans le podcast, on essaie juste de faire au mieux, à un instant T, en fonction de notre parcours de vie, avec les informations qu'on a. Et punaise, si déjà on était tous capables de se dire ça, ça remettrait de remettre un peu d'humilité dans nos vies, de sortir un peu de ces déterminismes, de ces visions qu'on a. Mais je me dis que la société, elle irait tellement mieux si tout le monde se faisait un check: «Ouais, parfait, et toi? Parfait, ah nickel». Voilà. Allez, on se check du coup. Mer merci, merci.
merci beaucoup. Franchement, on va s'arrêter là. Mais merci, on aurait pu, je pense, continuer à en parler pendant 3 heures, hein, nous connaissant. Mais ça va suffire. Franchement, un grand merci à toi. Je mettrai à barre d'infos de cet épisode de podcast toutes les informations où on peut te retrouver, toi, ton travail. Si jamais, effectivement, on veut acheter aussi tes livres, notamment avec celui sur le TDAH. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes dans votre entourage et peut-être à acheter le livre ou à l'offrir. Voilà. Donc, un grand merci, Catherine. Merci à toi. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!